Vivre FM podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle loi pour lutter contre la pédophilie à l'école après le drame de Villefontaine en Isère. Au même moment, mon invité publie un ouvrage poignant dans lequel elle donne la parole à des pédophiles et des ex-auteurs d'infractions sexuelles pour essayer de poser un regard clair sur la pédophilie et éviter de tomber dans la psychose. Depuis plus de 40 ans, elle s'efforce d'apporter aide et écoute à des centaines de victimes. Qui sont les pédophiles? Comment les aider à rester abstinents? Et comment les aider à sortir de leur addiction? Tout un tas de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. Nous sommes ensemble pendant une heure pour ce nouveau numéro de Vivre FM, c'est vous, en compagnie de Latifa Benari. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur l'antenne de Vivre FM. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Latifa, vous avez fondé en 1998 l'association L'Ange Bleu, une association de prévention et d'information concernant la pédophilie. Nous allons revenir longuement sur vos différentes actions au sein de cette structure. Et vous venez aussi nous présenter votre ouvrage qui s'intitule Pédophile, ex-auteur et victime. C'est publié aux éditions Edilivre. Un livre dans lequel vous répondez à de nombreuses questions autour de la pédophilie en donnant la parole à des victimes, mais aussi à d'ex-auteurs d'actes pédophiles et à des pédophiles abstinents. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, pédophile abstinent. En tout cas, l'objectif de ce livre, c'est avant tout de protéger les enfants, parce que ça, c'est votre leitmotiv depuis toujours, la protection des enfants, c'est ça? Tout à fait. Lorsque j'ai créé l'association, je l'ai pas créée comme ça, parachutée. C'est l'aboutissement d'un combat et d'un travail de 30 ans. Donc j'avais une expérience de terrain qui m'a beaucoup appris. Donc mon école, ça a été vraiment le travail de terrain et l'approche et les rencontres avec les uns et les autres. Donc adolescente très tôt. Parce que je précise que j'ai été moi-même victime d'abus sexuels, de viol, et j'ai pas envie de m'attarder sur ce volet que je considère du passé, parce que on peut pas changer ce genre de situation malheureuse. Mon agresseur correspondait vraiment au profil qui est souvent brossé par les médias, qui est le pervers extrême. Et c'est vrai que lorsque j'ai rencontré pour la première fois, on est parti, on a déménagé du Maroc vers l'Algérie, et je me suis sentie libérée. Et au moment où j'en ai parlé pour des circonstances à ma mère, j'ai eu la chance d'être aidée, d'être écoutée, et elle m'a entourée de beaucoup d'amour. J'avais à peine 14 ans, 15 ans, et à partir de là, c'est vrai que je me suis sentie tellement heureuse, et j'ai rencontré très tôt une petite victime dans l'entourage de mon voisinage. Et là, j'ai senti une tristesse, une souffrance. Et je sais pas pourquoi, j'ai décelé chez elle quelque chose qu'elle cachait. Et je l'ai donc isolée. Elle était vraiment consciente de ce qui se passait. Elle était abusée par plusieurs personnes de sa famille. Et là, c'est vrai que je lui ai apporté mon aide. D'accord. J'étais tellement contente. Alors j'ai continué avec les victimes. Du coup, c'est quand même votre expérience personnelle qui vous a justement mené vers cette voie, Bien justement, sûr. pour donner de l'aide aux victimes, de l'aide que vous avez peut-être pas vous trouvé Quand au j'étais départ toute enfant. petite, tout à fait. Exactement. J'ai compris très tôt que cette aide passe par le flair, par l'intuition. Et moi, on n'a pas su lire au travers mon comportement et ma souffrance et mes larmes récurrentes pendant des années, 7 ans et demi, 8 ans, où l'employé de mon père profitait et exploitait justement la confiance de ma famille, l'amitié de mon père, la fidélité de mes frères, et personne n'a compris parce qu'il me menaçait. Donc mon agresseur me menaçait. Il me disait que si jamais, d'ailleurs je l'écris dans le parcours sur le livre, parce que tout le monde me pose la question, qu'est-ce qui vous a mené à cette action particulière, c'est-à-dire écouter les pédophiles. Donc j'explique un petit peu mon parcours. J'ai commencé par les victimes. La première que j'ai rencontrée, c'est une victime. Après, bouche à oreille. Donc, j'ironise beaucoup sur ça. Je dis que le téléphone arabe a marché. Il n'y avait pas le téléphone, mais il a marché, puisque j'ai commencé à recueillir des révélations de la part des adolescentes victimes. Et puis, j'étais tellement contente de rendre le sourire à ces filles
juste en me basant sur mon expérience de petite fille, ce dont j'avais besoin moi. Et j'étais tellement fière et heureuse, j'ai continué, bien sûr, j'ai commencé petit à petit, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, à analyser le comportement de chaque agresseur au travers la victime. Et du coup, ce sont les actions que vous menez au sein de votre association. C'est à la fois vous aidez et vous épaulez les victimes, mais vous écoutez également les pédophiles, justement, pour trouver J'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ça. Ouais. Parce que qu'est-ce qui vous a fait comprendre ça, justement? Lorsque j'avais 20 ans, j'ai juste compris, au travers le témoignage d'une fillette, que ce qu'elle appelle violeur était accessible. Ça me paraissait, d'ailleurs, j'avais compris que les agresseurs, les abuseurs, les délinquants, les auteurs avaient un comportement complètement différent que mon agresseur. Donc, j'ai juste essayé d'aller le rencontrer pour lui expliquer que son comportement faisait souffrir la petite, lui faisait peur surtout. Et j'ai découvert face à moi un homme qui souffrait, qui pleurait, qui ne voulait pas faire de mal à cette petite, et il ne comprenait pas lui-même pourquoi il était amoureux de la petite, mais pas de ses sœurs, qui étaient plus âgées. Et donc là, j'étais face à quelqu'un qui souffrait. Donc, c'est à ce moment-là que vous comprenez que les pédophiles aussi sont souvent les premiers à se poser la question de leur attirance. Et à souffrir. Et à souffrir de ce qu'ils ressentent. Et là, je l'ai écouté, je me suis même surprise moi-même à pleurer avec lui. J'étais un peu choquée de mon comportement, de ma sensibilité, et ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'après, il m'a remercié parce que il a pu se libérer. Et j'ai compris à ce moment-là que le fait d'avoir exprimé librement, sans être jugé, ce qu'il ressentait, ça l'a beaucoup aidé. Donc, il a demandé pardon. Il a transmis à la petite des excuses. Il a été la voir pour la rassurer et tout était rentré dans l'ordre. Donc j'ai commencé à renouveler cette écoute, cette démarche à chaque fois que c'était possible. Je peux pas dire vraiment que c'était facile parce que avec les tabous, avec la culture et avec les différents profils, je le disais à personne, mais c'est vrai qu'il m'arrivait des fois de passer 2 mois à chercher l'auteur. Et j'ai développé cette démarche pendant longtemps jusqu'à mon arrivée en France. J'ai continué en pensant que en France c'était plus facile, il y avait moins de tabous. Je me suis rendu compte de cette erreur, qu'il y avait autant de tabous, autant de difficultés, autant de non-dits. Et donc ça vous a surpris? Vous pensez que la France est plus évoluée sur ce sujet-là? À l'époque, j'ai vécu la même chose qu'en Algérie, au Maroc. Et puis progressivement, quand il y a eu moi je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai continué dans l'ombre à faire ce travail. C'est mon combat, c'est ce que j'ai considéré, c'est mon combat pour réduire la courbe de la maltraitance sexuelle à ma manière, c'est-à-dire j'allais vers l'auteur avec la demande et la contribution de la victime. Et c'est des cas qui n'étaient pas du tout judiciarisés, donc ils ne faisaient pas partie des statistiques. Jusqu'à présent, en France, il y avait beaucoup d'associations qui luttaient contre la pédophilie, mais aucune ne faisait cette manière-là, justement. Non, mais parce que moi, je l'ai développée et surtout, elle était efficace. J'ai continué jusqu'à la création de l'Ange Bleu, qui a été suscitée par le maire de ma ville. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans une école, paradoxalement, à l'époque où ma fille était à l'école, il y a eu une histoire de pédophilie, de maltraitance, des suspicions, des rumeurs, et elle m'est parvenue cette histoire, et donc je l'ai gérée à ma manière avec mes compétences, et le maire m'a encouragée à créer l'association, et j'ai créé cette association. J'ai développé ce que je faisais avant, c'était l'écoute des victimes, l'écoute des pédophiles ou non pédophiles, parce que certains ne sont pas pédophiles. Vous savez, il y a une différence entre un délinquant qui passe à l'acte, qui enfreint la loi, et un pédophile qui ressent des attirances sexuelles envers les enfants prépubères. Et il y a l'hébéphiles, et puis ce que personne ne connaît, c'est l'hébéphile et l'éphébophile. L'hébéphile, c'est celui qui est attiré
alors, on commence par le pédophile, c'est celui qui est attiré sexuellement et amoureusement et émotionnellement par les enfants prépubères. L'hébéphile, c'est celui qui est attiré par une tranche d'âge de 13 ans jusqu'à 15 ans, 16 ans. Et puis, l'éphébophile, c'est celui qui est attiré par les adolescents, 15 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans. D'accord. Et ça, c'est important de préciser toutes les gens parce que on mélangent tout. On mélange tout. Oui. Les pédophiles, Oui. ce sont les personnes donc du coup qui ont des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 18 ans. Mais il y a quand même une différence entre des enfants et des adolescents, c'est ça. Bien sûr. Et ça, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et puis moi, avant la création de l'Ange Bleu, c'est vrai que je ne connaissais que ceux qui avaient enfreint la loi ou la morale ou qui avaient dérapé par manque de contrôle. Et ensuite, j'ai compris très très tôt, avec ce contact, avec cette écoute, avec ces révélations, avec ces confidences, que ceux qui étaient passés à l'acte, à l'unanimité, m'avaient dit, si j'avais rencontré quelqu'un pour m'écouter, si j'avais compris ce qui m'arrivait, je serais jamais passé à l'acte. Donc j'ai compris que il y avait rien avant. Non, il y avait rien en amont. Et j'ai créé cette association dans ce but. Lorsque je l'ai créée, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé qu'en France, en Europe, partout, il n'y avait que des associations pour victimes. C'est-à-dire, il faut attendre les drames, il faut attendre les viols, il faut attendre les abus sexuels pour condamner l'auteur. Je ne sais pas si, on mélange beaucoup de termes, et bénéficier d'une aide. Donc, on s'occupe de la victime pour la sortir de sa souffrance et tout, ou on l'enferme dans sa souffrance, parce qu'il y a des cas aussi où on enferme les victimes, et on s'occupe de l'auteur pour ne pas récidiver. Mais il y avait absolument rien pour toutes les personnes qui ressentaient des attirances sexuelles envers les enfants. Pour résumer, Latifa Benari, la prévention de la pédophilie suppose d'accepter le dialogue avec les pédophiles. Ça, c'est important. Ça passe avant tout par le dialogue et par l'écoute des auteurs. Écoutez, franchement, lorsque j'ai créé l'association, je ne savais même pas utiliser un clavier et donc je ne savais pas comment attirer vers moi les pédophiles abstinents. Donc c'était pour moi évident qu'un pédophile, avant de passer à l'acte, il est abstinent pendant des années. Voilà. Donc je me suis dit, ce mot n'existe pas du tout. Hein, abstinent n'existait pas du tout à l'époque quand j'ai créé l'association. Et mon frère m'a sauvé. Il m'a appris, il m'a dit, c'est à travers Internet que tu vas pouvoir réaliser cette démarche, parce que l'anonymat permettra aux pédophiles de rentrer en contact avec toi d'une façon secrète. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à apprendre tout doucement. Et j'ai appris aussi, que il existait un moyen d'attirer ces personnes par un site Internet. Donc j'ai créé un site. Et puis j'ai commencé à travailler. Mais comment me connaître? C'est grâce à une radio, comme vous. D'accord. Voilà. Alors restez avec nous, Latifa Benari. Dans un instant, vous continuez de nous raconter justement comment vous en êtes en arrivé là. On va continuer de parler de votre association L'Ange Bleu, de votre livre Pédophile, ex-auteur et victime, et vous reviendrez justement sur certaines personnes, sur certaines rencontres qui vous ont apporté marqué et apporté des réponses à vos questions. Vivre FM, c'est vous revient dans un instant. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de Vivre FM, c'est vous, avec notre invité aujourd'hui, Latifa Benari, auteur de Pédophile, ex-auteur et victime, un ouvrage publié chez Eddy Livre, un ouvrage dans lequel vous posez un regard clair et attentif sur la pédophilie en donnant la parole à des victimes, mais aussi à d'ex-auteurs d'abus sexuels et à des pédophiles abstinents. Votre expertise de terrain, notamment au sein de votre association, l'association L'Ange Bleu, vous a aidé à écrire ce livre, un livre dont le but, c'est d'abord, avant tout, de protéger les enfants. Latifa, vous dites apporter un regard clair et attentif sur la pédophilie, c'est-à-dire en 2015, il faut toujours encore éviter les amalgames, il y a un risque de psychose forcément aussi avec l'actualité, on a vu ces derniers temps, donc c'est important justement d'expliquer un petit peu aux gens ce qu'est la pédophilie. Mais ça fait 17 ans que je le fais. La création de l'Ange Bleu a été motivée justement par ces amalgames, puisque à l'époque où il y a eu cette effervescence sur Marc Dutroux en Belgique,
j'étais encore une militante dans l'ombre, et j'ai remarqué qu'il y avait une psychose collective en France, et que ce que j'écoutais à la radio, ce que je regardais à la télé, ce que je lisais sur les journaux ne correspondait pas du tout à ce que j'ai vécu sur le terrain. Et donc j'entendais beaucoup parler des prédateurs, des monstres, des tueurs, des violeurs. Et moi, il m'arrivait bien sûr de rencontrer des personnes qui étaient différentes. Je reconnaissais ce profil chez mon agresseur, mais je le reconnaissais pas chez ceux que j'avais rencontrés, puisque je n'allais que vers ceux qui étaient accessibles et qui étaient vraiment insérables. Et l'écoute que j'apportais était vraiment suffisante pour apporter une aide. Je dis pas que je soigne par l'écoute les pédophiles, mais je les aide, j'ai appris à les aider à canaliser leur pulsion. Alors vous êtes une des rares personnes à vous être intéressée justement à ces auteurs, à ces pédophiles. Comment vous avez aux causes surtout, c'est parce que vous cherchez aussi avec par ces rencontres, vous cherchez aussi des réponses à vos questions et aux causes de ce qui peut pousser à des personnes à agir de la sorte. Comment vous avez réussi à convaincre des pédophiles à vous écrire et à vous rencontrer? Parce qu'on imagine que c'est pas facile. C'est une bonne question. Avant la création de l'Ange Bleu, c'est moi qui allais vers les délinquants sexuels. Je ne connaissais pas du tout les pédophiles abstinents. Mais c'est par les révélations, par les rencontres, par les questions que je posais, j'avais les réponses je dirais, tout me disait la même chose. Si j'avais pu être écoutée, je serais jamais passée à l'acte. Donc j'étais persuadée qu'il y avait absolument rien en amont, c'est-à-dire avant le passage à l'acte. Donc je suis allée, donc lorsque j'ai été encouragée suite à une affaire dans une école de ma fille, où un instituteur était soupçonné, donc j'ai fait un peu le policier, j'ai fait des enquêtes pour juste profiler cet instituteur. Et c'est avéré qu'il avait commencé à déraper. Et là, lorsque j'ai créé l'association, c'est vrai que c'était pour moi difficile d'attirer les pédophiles abstinents, parce que pour moi, il était évident que entre le moment où le pédophile ressent des attirances et le moment où il passe à l'acte, il y avait des années d'abstinence. Et mon but à moi, pour protéger les enfants, c'est d'être positionné juste avant le passage à l'acte. Pour moi, il était évident que pour protéger les enfants, il fallait absolument aider le pédophile, en tout cas celui qui est susceptible de passer à l'acte, qui est attiré par les enfants, à ne pas passer à l'acte. Je suis allée donc, j'étais invitée à un congrès à Lille qui était sur le thème des traitements des abuseurs sexuels. Et je me suis dit, ça y est, c'est là-bas où je vais trouver une solution, peut-être une idée de la part des praticiens, des psychologues, des psychiatres. Et lorsque je suis allée, je posais la question à chaque psychiatre, à chaque praticien, et tous, à l'unanimité, me disaient que c'est vraiment peine perdue, c'est utopique, vous n'aurez jamais une réponse à votre demande et votre action ne servira à rien, sauf si vous vous occupez des victimes, parce qu'aucun pédophile ne sortirait de l'ombre avant le passage à l'acte. Et pourtant, vous avez réussi puisque vous avez créé un site internet et des pédophiles sont venus vers vous. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du premier pédophile qui vous a envoyé un mail justement pour demander de l'aide et une écoute? Oui, racontez-nous. Bien sûr. Alors, c'est grâce à une radio, c'est Europe 1, c'est Laurent Guimier qui m'avait invité pour parler justement de cette action préventive. Et j'étais pas très conditionnée. Je lui ai dit, vous pouvez appeler d'autres associations. Il m'a dit non, j'ai fait une recherche. Vous êtes la seule association qui travaille dans cette démarche atypique, novatrice, qui s'occupe justement des pédophiles abstinents. Donc moi, mon but, c'est de rechercher des actions préventives pour protéger les enfants. Donc il m'a interviewé le matin très tôt. Il a passé donc mon interview de 4 minutes. Ça a suffi pour qu'à 13h, je reçoive un message de la part d'un pédophile. Et son message résonne toujours dans mon esprit. C'était très court. Je suis pédophile. Je vous ai entendu ce matin sur Europe 1. Ça a été un électrochoc pour moi. Je suis rentrée plus tôt
chez moi pour détruire toutes les images et les vidéos qui matérialisaient mes fantasmes. Je suis mariée, j'ai mes enfants, je les aime et j'ai vraiment besoin de vous pour un sevrage. J'ai été vraiment hallucinée parce que j'ai commencé, j'avais une stagiaire dans mon bureau de l'association. J'ai commencé à danser, elle comprenait même pas pourquoi, parce que pour moi c'est une victoire par rapport à tous ces professionnels qui m'avaient découragée. Pour moi, j'avais relevé le défi. J'ai continué. La preuve qu'il y avait un besoin et que ces personnes avaient besoin d'être écoutées. Alors justement, dans votre le deuxième, 17 ans, il m'a écrit de la Suisse. Je suis suisse et le titre c'était Aidez-moi à protéger les enfants qui m'entourent. J'ai 17 ans, je regarde les vidéos tous les soirs, ça me bouffe ma vie. Aidez-moi. Alors là, par contre, j'ai commencé à communiquer avec lui, parce qu'en Suisse, je pouvais pas me permettre de lui demander un rendez-vous comme l'autre. Et je l'ai aidé à distance, je l'ai quand même orienté vers une psy. Et quelques jours après, il m'a dit non, vous comprenez mieux. Et vraiment, je vous remercie parce que je commence à réduire ma consommation. Vous parliez de sevrage, c'est ce que vous proposez au sein de votre association L'Ange Bleu. En quoi ça consiste? Comment un ça sevrage se passe mental, hein, en fait, parce que vous savez, quand on donne un traitement à un drogué, on lui donne une substitution puisque c'est physique, hein, que ça soit pour le tabac ou pour le cannabis ou la drogue. L'addiction de la pédopornographie, c'est différent, c'est mental. Quand on s'enlise dans ce monde virtuel, surtout lorsqu'on a vécu quelque chose étant petit, et ça touche exclusivement les garçons, pas les femmes, c'est vrai qu'on peut pas s'en sortir, même quand on est marié. Quand on est marié, on a des enfants, lorsque on rentre dans ce monde-là, dans cette dépendance, d'abord curiosité, pour ceux qui tombent dans ces vidéos. Alors vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui sont pédophiles, donc avec des attirances, et vont rechercher volontairement des images, ou ceux qui tombent sur ces images par hasard. Ils sont curieux, ils reviennent, et puis ça devient une dépendance, une addiction. Donc moi, c'est au cas par cas. Ça dépend comment la personne vit, ça dépend comment elle est accessible. Tout dépend de leur esprit, de leur sensibilité, de leur profil, de leur caractère. Donc ce sevrage, ça passe par une écoute des groupes de parole, c'est ça au sein Alors de votre le groupe de association? parole, oui, le groupe de parole permet à beaucoup de pédophiles de réfléchir. Je titille beaucoup leur conscience. Pourquoi? Parce que la majorité ont l'impression que c'est un monde virtuel, que derrière les images, c'est uniquement des photos, derrière les scènes, c'est uniquement comme des mannequins. Et même si les scènes sont réelles, ils n'ont pas conscience. Est-ce que consommer de la pédopornographie veut forcément dire que ce sont des agresseurs potentiels? Ah, pas du tout. La majorité ne passe pas à l'acte. Ça, il faut le préciser. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils pensent qu'un pédophile qui consomme de la pédopornographie ou des images est potentiellement agresseur, comme je l'ai entendu ces jours-ci. Ça a été vraiment pour moi une véritable erreur de la part même des politiques, parce que j'ai entendu la ministre de l'Éducation nationale dire que c'est des prédateurs en puissance, en parlant des consommateurs d'images. J'ai entendu d'autres personnes professionnelles dire que un consommateur est forcément un agresseur potentiel. C'est archi faux. C'est tout simplement comme si on considérait un hétérosexuel qui regarde les films de violence ou de crime un criminel potentiel. Voilà. Je vais peut-être vous choquer, hein, mais j'ai même eu des pédophiles qui sont venus à mon groupe de parole qui ont considéré que la pédopornographie est un dérivatif. Ça les aidait même à ne pas passer à l'acte. C'est, je suppose, ce qui s'est passé pour ce directeur. Hein, je suppose, hein, connaissant bien les pédophiles, ce directeur qui a violé des enfants après avoir été condamné pour consommation d'images.
Vous évoquez l'affaire de Villefontaine en Isère, c'est ça, récemment. J'ai discuté longuement hier avec l'avocate de la partie civile et elle était vraiment attentive à ce que je lui disais parce que c'est important de connaître et de comprendre le processus. Quand on arrête quelqu'un, on le condamne pour téléchargement, il l'a dit au moment de sa garde à vue, de son interpellation, il a dit « Je n'ai jamais touché les enfants, mais aujourd'hui je n'ai aucune garantie pour l'avenir ». Ça veut dire quoi? Moi qui suis analyste et qui les connais, ça veut dire juste que à partir du moment où j'arrête par obligation, je n'ai aucune substitution. Je n'ai pas de dérivative. Donc il a été obligé donc de continuer sa vie sans cette addiction, sans cette drogue, sans aide et sans prise en charge adaptée. Ce qui fait la fragilité l'a poussé à violer les enfants. Est-ce que ça serait pas du coup le rôle des politiques du gouvernement de prendre en charge justement ces personnes? On parle de maladie? C'est pas une maladie, c'est une déviance. Une déviance? Non, c'est une déviance. C'est un trouble sexuel, mais c'est pas une maladie. Qui ne se guérit pas, ça se gère. Est-ce que du coup le gouvernement devrait prendre en charge du coup ces problèmes-là pour épauler justement ces... À qui vous le dites? Ça fait des années. Je suis reçue dans les cabinets ministériels, je suis reçue par des hommes politiques qui ont des positions très importantes par rapport à ça et qui me font des promesses régulièrement, récurrentes, mais sans vraiment aboutir à des démarches ou à une aide concrète. Restez avec nous, Latifa Benari. Dans un instant, la suite de cette émission. On continue de parler de vos actions, de votre livre et de votre association. Ne bougez pas, Vivre FM, c'est vous, revient dans un instant. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de cette émission consacrée au livre de Latifa Benari, Pédophile, ex-auteur et victime. C'est publié chez Eddy Livre, un livre qui découle de plus de 40 ans d'expertise sur le terrain au contact des victimes de pédophiles et de pédophiles eux-mêmes, puisque Latifa, vous nous avez expliqué que vous êtes une des premières, on peut dire ça comme ça, à être allée justement au devant des pédophiles pour leur apporter une écoute et pour essayer de comprendre ce qui les pousse justement à agir de la sorte. Aujourd'hui, au sein de votre association, vous les aidez à essayer d'arrêter d'agir de la sorte. Alors justement, vous nous avez confié que vous avez reçu un message récemment, un appel à l'aide d'un jeune homme en situation de handicap suite à la publication de votre livre. Quel était ce message justement? Est-ce que vous pouvez nous raconter, Latifa? Alors c'est vrai que durant toutes ces années, j'ai reçu quelquefois des messages de personnes qui sont conscientes de leur handicapé mental léger, schizophrène. J'ai aussi reçu des appels de détresse de la part des personnes aidantes, c'est-à-dire la mère ou le père, mais souvent la mère. La mère qui s'occupe d'un enfant handicapé qui grandit auprès d'elle et qui ne sait pas comment aider son fils lorsqu'il arrive à l'adolescence où il y a bien sûr des ressentis, parce qu'on a tendance à oublier qu'un handicapé a les mêmes ressentis, les mêmes sensibilités, les mêmes fantasmes, les mêmes désirs qu'un homme valide. Et certaines mères sont désœuvrées, elles ont envie justement d'aider leur enfant à avoir du plaisir, mais d'une façon adaptée, elle ne sait pas comment les aider. Certaines mères m'ont même demandé s'il y avait possibilité d'une castration chimique pour éviter, pour réduire la libido et justement ne pas faire souffrir, ne pas voir souffrir leur enfant. Comme toujours, c'est au cas par cas. C'est vrai que je propose des solutions, je propose des idées qui plus ou moins marchent. Lorsque j'ai directement le pédophile, c'est beaucoup plus facile. Parce que je pose des questions, c'est au cas par cas. Là toujours. Justement, ce jeune homme qui qui m'a envoyé récemment, donc il y a 3-4 jours, j'ai été très touchée parce que il m'a vu à la télé suite à toute cette polémique concernant la pédophilie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pédophiles qui ne se reconnaissent pas du tout dans le profil qui est brossé par les médias, mais surtout celui qui est brossé par ces politiques qui ne connaissent pas les pédophiles et qui abordent ce sujet. Cet handicapé, je ne savais pas moi qu'il était handicapé, il m'a juste dit en 2 lignes ou 3 lignes, j'ai envie d'arrêter de regarder les vidéos, je crois c'est ça.
Donc j'ai posé des questions par rapport au lieu, comme d'habitude. J'ai dit pour pouvoir vous aider, il me faut des réponses à quelques questions. Donc je lui ai posé des questions. Et c'est là que sa réponse m'a vraiment bouleversée parce que il m'a dit qu'il avait 23 ans et que à 18 ans il a commencé parmi les questions que j'ai posées, à partir de quel âge vous avez ressenti des attirances envers les enfants? Il m'a dit 18 ans. Et puis je lui ai dit dans quelle région vous êtes, parce que en général, c'est vrai que selon la région, je vais demander à la personne de venir au groupe de parole. Pourquoi? Parce que la présence des victimes les aide beaucoup à réfléchir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je les sors du monde virtuel vers un monde réel. C'est-à-dire les victimes qui sont en face. Hein, là, il faut préciser que les pédophiles rencontrent les victimes. Oui, c'est dans ça, les groupes de parole, parole. j'ai des pédophiles abstinents, consommateurs d'images, ou abstinents totalement, ou des ex-auteurs, hein, ceux qui sortent de prison, ou bien ceux qui attendent leur procès. Mais tous demandent de l'aide. Je vais pas les chercher. En fait, la question qui est posée souvent, comment je fais? Oui, comment ils vous contactent? Ils prennent contact avec moi par Internet ou par téléphone. Donc, je tiens la permanence téléphonique le soir, à partir de 21h, c'est-à-dire quand j'ai terminé le ménage et la vaisselle. Et dans la journée, c'est les contacts directs. La journée, je la réserve toujours pour le terrain. C'est-à-dire, je vais... Vous allez à leur rencontre. À leur rencontre. Parce que souvent, c'est dans des lieux publics. Et le contact, c'est sur le numéro de votre association, l'association L'Ange Bleu, c'est ça? Oui. On peut trouver les coordonnées sur le www.ange-bleu.com. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qui est important de préciser également, parce que vous avez parlé beaucoup de portraits dressés par les médias. C'est quoi ce portrait du pédophile dressé par les médias? Ben, c'est le pervers réel. C'est le plus extrême. C'est un peu Francis Évrard et Fourniret et puis celui qui n'est pas du tout pédophile, mais un psychopathe et un meurtrier, c'est Marc Dutroux. Alors que vous, les gens que vous rencontrez, ce ne sont pas du tout ce genre de profil. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, le plus grand soutien émane des victimes. Et j'ai de plus en plus de demandes de participation au groupe par les victimes. Et ça se passe très bien. Il y a un dialogue qui se noue, il y a une entraide et une ambiance, il y a un climat de confiance qui est inimaginable. Parce que moi, je me suis habituée, ouais. mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas, comme la dernière fois, samedi dernier, ça émeut toujours les personnes présentes. Et je réserve toujours pour les observateurs, que j'appelle observateurs, ou les étudiants, ou quelques étudiants en journalisme, ou psychologues, ou bien des cliniciens, des praticiens qui sont installés. Donc, pas plus de 4 ou 5 observateurs. Pourquoi? Parce que ce que je souhaite, c'est transmettre ces connaissances, cette méthode qui n'existe nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, elle suscite beaucoup d'intérêt au Canada, aux États-Unis et un peu partout, même en Allemagne, en Belgique. Comment réagissent justement ces praticiens, ces cliniciens, ces journalistes qui ont la chance de pouvoir assister à ces groupes de parole? Ils sont surpris? Ils sont pas surpris puisqu'ils découvrent ma démarche à travers les médias. Ils sont très heureux. D'ailleurs, j'ai reçu un mail d'une étudiante qui fait son mémoire sur la pédophilie, qui est venue samedi dernier. Elle était ravie. Elle m'a même dit qu'elle avait changé l'intitulé de son mémoire et elle va travailler sur ma méthode. Alors, il n'y a pas de portrait type des pédophiles, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez découvert des points communs entre tous ces personnes que vous avez rencontrées au fil du temps? Quel est le point commun, justement, qui peut être... Le dénominateur commun, c'est vraiment, je vais choquer peut-être, c'est beaucoup d'amour pour l'enfant. Donc, quand je dis beaucoup d'amour, ça veut dire que ceux qui viennent demander de l'aide, le garde-fou de ces gens-là, qui sont très nombreux, d'ailleurs, ça c'est à prendre en compte, il y a des milliers de pédophiles, qui ont beaucoup d'amour pour les enfants, et c'est ce qui constitue un garde-fou, pour ne pas passer à l'acte. Moi, mon rôle, c'est de le maintenir, c'est de les aider. Certains me disent, à force d'entendre des aberrations et des choses qui ne correspondent pas à ma nature, des fois la colère peut susciter chez moi un manque de contrôle, peut-être même un geste irréparable. Mais quelques secondes, bien sûr.
Alors, avant de terminer, le gouvernement vient de présenter un projet de loi pour lutter contre la pédophilie à l'école, suite à cette affaire qui s'est déroulée à Villefontaine en Isère. On en a parlé tout à l'heure. Apparemment, il sera présenté le 1er juin prochain pour obliger la justice à informer l'éducation nationale du casier judiciaire des enseignants. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent, apparemment. Il y avait une circulaire. Il y avait une circulaire. Oui, bien sûr, qui était opérationnelle, hein, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont été révoqués. L'école qui a suscité d'ailleurs la création de l'Ange Bleu est une preuve, puisque l'enseignant que j'ai dénoncé a été suspendu et révoqué de l'enseignement. Donc ce projet de loi n'apporte pas non, chose. Pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Najat Vallaud-Belkacem, pour toutes les personnes qui ne sont pas judiciarisées? Qu'est-ce qu'elle va faire pour tous ces enseignants qui font partie de la société et qui se sont sévrés pendant des années? C'est-à-dire, ils font partie de cette catégorie de gens qui ont traversé le monde virtuel alors qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une carrière très longue dans l'enseignement sans aucun problème dans l'environnement des enfants, mais qui ont enfreint la loi en téléchargeant des images. Et puis après, plus rien. Ils se sont vraiment arrêtés par la justice ou par une aide. Est-ce qu'elle a pensé aux conséquences de cette révocation, de leur vie, de leur avenir, de leur entourage, de la destruction de leur famille? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, juste, d'intégrer une démarche comme l'Ange Bleu, comme la mienne, qui marche très bien, qui est efficace? Donc on lance un appel. Latifa Benari, merci beaucoup d'être venue nous présenter votre livre sur Vivre FM. Je rappelle, il s'intitule Pédophile, ex-auteur et victime. Il est publié chez Livres. Et puis surtout, votre association L'Ange Bleu, le site internet www.ange-bleu.com. Vous êtes à Paris dans le 11e. Oui. C'est une domiciliation. C'est une domiciliation, d'accord. On peut vous contacter donc sur internet et par téléphone 0820 392 392 oui. Sinon, mon portable, il est sur le site. Toutes les informations seront sur notre site internet vivrefm.com et puis sur votre site www.ange-bleu.com. Merci beaucoup, à bientôt. À vous. Au revoir. Merci à vous.